Le nourrisson, ce n'est pas un petit adulte, c'est pas un adulte miniature. Il possède des organes qui sont encore immatures, un intestin qui n'est pas encore en train de fonctionner correctement, un système immunitaire en plein développement, des reins, un foie qui sont en développement et donc le nourrisson ne peut pas recevoir n'importe quelle nourriture. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 45e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Nous arrivons sur le dernier quart de ce défi et aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à l'alimentation du nourrisson. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il va falloir sortir tout de suite de la culpabilité. Je vois beaucoup de parents qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas donné le meilleur de l'alimentation à leur enfant, parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qui était le meilleur. Ils connaissent aujourd'hui des choses, ils ont reçu des informations qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc ils finissent par culpabiliser de ne pas avoir fait cette alimentation qu'ils ont lue, en tout cas qui leur paraît meilleure auparavant. Il faut sortir de cette culpabilité, c'est très important. Déjà, elle ne sert à rien. Le fait de culpabiliser sur le fait de ne pas avoir pu allaiter correctement, de ne pas avoir pu allaiter tant de mois, d'avoir donné tel ou tel aliment trop tôt, est-ce que ça résout quelque problème que ce soit? Ça ne résout rien. Alors la culpabilité, mettez-la de côté. Dites-vous une chose, c'est que vous faites au mieux par rapport aux connaissances que vous avez. J'ai jamais rencontré un seul parent qui m'a dit « moi j'ai donné ça à mon enfant pour lui flinguer l'intestin ». Ça n'existe pas. Donc simplement dites-vous que vous faites au mieux. Et l'idée c'est de faire au mieux et de continuer à s'améliorer. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 grands thèmes. Je vais parler de la problématique de l'allaitement. Combien de temps faut-il allaiter? Que faire si l'allaitement devient problématique? Ensuite, je vais aborder la diversification alimentaire, en insistant principalement sur la digestion. Et enfin, je vais aborder les problématiques qui sont liées au système ORL et cutané, très fréquent chez les enfants, chez les nourrissons. Alors l'allaitement. Combien de temps faut-il allaiter? Alors si je vous réponds une réponse brute, idéale, il faudrait allaiter plusieurs années. Pas forcément plusieurs années en allaitement exclusif, mais l'allaitement devrait se poursuivre pendant plusieurs années. Au niveau de l'allaitement exclusif, moi je recommande d'aller au minimum jusqu'à 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que c'est le temps nécessaire pour que l'intestin puisse commencer à fonctionner correctement et soit en capacité de recevoir d'autres aliments sans en subir trop de conséquences néfastes. Maintenant, on peut poursuivre l'allaitement exclusif jusqu'à 8 mois, 10 mois, 12 mois, sans problème. Ensuite, si on passe sur de l'allaitement partiel, on peut le prolonger jusqu'à au moins 1 an, voire 1 an et demi. L'OMS préconise même 2 ans, ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que tant que l'enfant, le nourrisson, reçoit le lait maternel, il reçoit des nutriments qui sont indispensables à son développement. Au niveau du développement cérébral, au niveau du développement de son intestin et au niveau du développement de son système immunitaire. Il y a bien sûr d'autres organes qui vont bénéficier de cet allaitement prolongé, mais ces 3 parties du corps, ces 3 fonctions du corps, la fonction cérébrale, la fonction intestinale et la fonction immunitaire, sont extrêmement importantes pour la bonne santé de l'enfant et le bon développement de l'enfant. Ensuite, que faire lorsque l'allaitement est problématique? Par exemple, certaines femmes ont des difficultés à allaiter ou ne peuvent pas poursuivre l'allaitement très longtemps. Quelle que soit la raison, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Que faire? Lorsque vous pouvez avoir du lait maternel, parce que quelqu'un peut vous en donner ou parce que vous avez la possibilité d'aller dans un lactarium, c'est l'idéal. Certes, ce ne sera pas votre lait, ça ne sera pas le lait qui est adapté exactement au moment de la journée et à la période de vie de votre enfant, mais il s'agira quand même de lait maternel. Et ça, c'est très intéressant lorsqu'on peut le faire. Quand on ne peut pas avoir ça, on va avoir recours plutôt à des laits animaux. Alors certains vont me dire, oui, mais les laits végétaux existent. C'est vrai que les laits végétaux existent. Sauf que le lait végétal n'existe pas dans la nature et que le nourrisson a quand même besoin, surtout lorsqu'il est tout petit, d'un aliment de croissance. Un lait végétal, ce n'est pas un aliment de croissance
comme le sont les laits animaux. Les laits animaux ont une composition qui est assez particulière, qui permet de favoriser la croissance au niveau des composants nutritionnels, mais également au niveau d'hormones qu'ils peuvent contenir. Donc c'est important de comprendre que le petit humain, le nourrisson, comme n'importe quel petit animal, est plus adapté à un aliment de croissance pour se développer, en tout cas chez les mammifères, plutôt qu'à un lait végétal. Maintenant, vous pouvez toujours l'utiliser, mais je vous donne en tout cas mon ressenti à ce niveau-là. Maintenant, lorsque nous consommons des laits végétaux, des laits animaux plutôt, je me mélange. Dans les laits animaux, il y a certains laits qui sont mieux tolérés que d'autres. Le lait qui est le plus répandu, le plus utilisé, c'est le lait de vache. Pas parce qu'il est meilleur, parce que c'est celui qu'on produit en plus grande quantité. Le problème, c'est que le lait de vache, de nombreux enfants ont du mal à le tolérer. Et la répercussion, c'est beaucoup de troubles digestifs. Alors on peut essayer d'aller sur d'autres laits, chèvre, brebis. On peut aussi aller sur des produits qui ne sont pas des produits transformés, comme le lait maternisé, avec des laits qui sont de vrais laits bruts. Certains vont parler du lait de jument, on peut aller sur du lait de brebis, du lait de chèvre. Ces laits-là ne sont pas forcément idéaux, mais ils peuvent servir de compromis pour passer cette phase de transition où l'enfant doit recevoir principalement du lait, voire exclusivement du lait, et puis ensuite passer sur d'autres aliments. Et c'est là où nous arrivons sur la diversification alimentaire, la transition alimentaire, où l'enfant va recevoir encore du lait, mais il va commencer à recevoir d'autres aliments. Alors au moment de la transition alimentaire, il y a une chose qui est très importante, la digestion. Alors quand je parle de transition alimentaire, on va être très clair, je ne parle pas de quelques mois où on change l'alimentation. La transition alimentaire pour un nouveau-né, je vais dire que ça va jusqu'à 30 mois, c'est-à-dire qu'il n'est plus nouveau-né, c'est la barrière entre le moment où il change entre le nourrisson et l'enfant. C'est-à-dire normalement lorsque l'enfant a toutes ses dents, que toute sa première poussée dentaire est terminée, on est à peu près au stade où il rentre chez l'enfant et donc où sa transition alimentaire est à peu près aboutie. Donc il faut bien comprendre que la transition alimentaire du nourrisson, elle va s'étaler sur 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre comme aliment ? Il faut savoir que le nourrisson, ce n'est pas un petit adulte, c'est pas un adulte miniature. Il possède des organes qui sont encore immatures, un intestin qui n'est pas encore en train de fonctionner correctement, un système immunitaire en plein développement, des reins, un foie qui sont en développement et donc le nourrisson ne peut pas recevoir n'importe quelle nourriture. Alors moi ce que je conseille c'est une diversification alimentaire très lente. Ça va à l'encontre de ce qu'on entend souvent où on nous dit oui mais si on fait une diversification alimentaire trop lente on a des risques d'allergie, d'intolérance alimentaire. Et ce que je trouve fabuleux c'est qu'à aucun moment on se dit qu'une diversification alimentaire trop précoce, trop rapide, finit par abîmer l'intestin, l'usage d'antibiotiques à répétition que ce soit dans l'aliment ou par les médicaments finit par perturber la flore intestinale et il faut quand même savoir que la flore intestinale joue un grand rôle dans le développement du système immunitaire. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a aucune surprise à voir le développement explosif des allergies et des intolérances alimentaires aujourd'hui, vu comment on a organisé les diversifications alimentaires chez nos enfants. Les enfants ont reçu une alimentation beaucoup trop complexe, trop rapidement. Pensez-vous réellement qu'un enfant à 6 ou 8 mois est adapté pour recevoir de la blanquette de veau et du riz, même si c'est mixé ? Du bœuf, un bœuf carotte ou un bœuf bourguignon, même si c'est mixé. On est en train de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on fait plaisir aux enfants. En fait, c'est les adultes qui se font plaisir en se disant « Ah ben l'enfant, il mange comme moi. L'enfant, il n'a pas besoin de manger comme vous. » Le nourrisson, il y a des besoins qui sont spécifiques et surtout, il doit avoir une chose capitale, le respect du système digestif. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Le nourrisson, jusqu'à 30 mois, même après, mais particulièrement jusqu'à 30 mois, il subit des très fortes poussées de croissance. En plus, il va avoir des poussées dentaires. Alors pour vous donner une petite idée, poussée dentaire chez un nourrisson, on estime qu'un adulte ne serait même pas capable de supporter la douleur. Donc pour imaginer, c'est comme si vous avez un abcès dentaire ou une otite, mais multiplié par 10 en termes d'intensité. C'est à peu près ça que va sentir un enfant.
Donc je vous laisse imaginer simplement, pour vous, comment vous seriez en termes de digestion dans cette situation. Est-ce que vous seriez à la fête à pouvoir manger n'importe quoi, ou alors à manger léger? Voilà. Donc je pense que vous pouvez répondre à cette question, vous seriez plutôt en train d'avoir envie de manger léger. L'enfant, c'est pareil, on ne peut pas lui mettre n'importe quoi. Donc c'est important de savoir qu'on va s'orienter plutôt vers des aliments justement qui sont légers, les aliments qui correspondent le mieux à notre physiologie et que l'enfant, le nourrisson, tolérera le plus facilement. Ça va être les fruits et les légumes. Principalement ces deux aliments-là. Et ces deux aliments-là, tant qu'il y a de l'allaitement partiel, on peut aller jusqu'à 1 an sans aucun problème avec ces aliments. Les produits animaux, viande, poisson, les céréales pourront arriver bien plus tard. Il n'y a pas à se précipiter. La digestion va être très importante et ça va être un indicateur capital pour voir comment votre enfant supporte l'alimentation que vous lui donnez. Un enfant, mis à part dans certaines périodes où il y a une forte poussée de croissance ou surtout des problématiques dentaires, quand je parle de problématiques, des poussées dentaires tout simplement, où la digestion là, peut être vraiment délicate même avec une alimentation optimisée, normalement un enfant doit arriver à digérer convenablement. Quand on commence à retrouver régulièrement des aliments non digérés, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors c'est vrai que quand tout est réduit en bouillie, on a une bouillie dans l'assiette, on a une bouillie dans la couche. Mis à part l'odeur, quand c'est mal digéré, on va pas voir une grande différence. Mais toujours est-il que normalement, des selles, lorsque l'enfant digère correctement, chez un nourrisson, on peut avoir des selles qui sont moulées très rapidement. Alors quand je dis très rapidement, une fois qu'on n'est plus avec que du lait, bien évidemment. Tant qu'on est avec du lait, on n'aura pas des selles qui seront moulées. Mais dès qu'on commence à avoir des fibres, dès qu'on commence après à avoir d'autres aliments et que ça commence à durer, on peut commencer à avoir des selles qui se tiennent réellement. C'est plus juste une sorte de flaque dans la couche. Et ça, c'est important de le savoir, parce que si on observe la digestion, si on observe l'état des selles, l'odeur aussi des selles, on peut se rendre compte si, à ce moment donné, l'enfant, le nourrisson, reçoit une alimentation qui est trop difficile à supporter. Et comme il y a les poussées dentaires, vous pouvez avoir une période où votre enfant va bien digérer, et puis ensuite, phase de poussée dentaire, la digestion se détériore. Et dans ce cas-là, il va falloir alléger l'alimentation, ou retirer peut-être certains aliments en fréquence qui étaient devenus présents parce que vous aviez fait évoluer la diversification alimentaire. On y arrive. Donc ça, c'est très important de tenir compte du système digestif de l'enfant. Il faut se dire que plus l'enfant digère mal, plus ça va impacter l'intestin, impacter la flore intestinale et derrière le système immunitaire. Donc favoriser la digestion. Et bien évidemment, je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser, éloignez-vous au maximum de toutes les préparations industrielles. Ensuite, la troisième chose que j'aborde avec vous aujourd'hui, ce sont les problématiques cutanées et ORL. Beaucoup d'enfants ont des problèmes cutanés et ORL lors de leurs 30 premiers mois. Est-ce une surprise? Quand on connaît le fonctionnement du corps humain, ce n'est pas du tout une surprise. Il faut savoir que le foie et les reins sont deux organes qui ne fonctionnent pas encore à plein régime avant 24-30 mois. Et encore, même après 30 mois, des fois, ça peut être encore délicat. Donc concrètement, le nourrisson ne va pas avoir besoin de recevoir des aliments qui vont surmener ses organes. Si ces organes sont dépassés par une alimentation excessive, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va devoir faire sortir ce qu'il n'arrive pas à traiter par le foie et par les reins. Et les deux organes qui sont en capacité de faire ça chez le nourrisson, ce sont la sphère ORL et la peau. C'est pour ça que les nourrissons ont autant de soucis au niveau ORL et cutané lorsque l'organisme est en état de surmenage. Alors concrètement, si votre enfant se trouve dans cette situation avec des problèmes ORL ou cutanés qui reviennent régulièrement, c'est tout simplement que l'alimentation, et peut-être au-delà de l'alimentation, crée un état de surmenage dans l'organisme. Donc, ces deux organes-là se retrouvent impliqués pour faire le travail des reins et du foie, tout simplement. Alors comment y remédier? Il va falloir alléger l'alimentation. Si l'enfant ne dort pas assez, il va falloir essayer de le faire dormir, plus se reposer, plus. On peut jouer sur l'alimentation en allégeant l'alimentation, en allant plus vers les fruits et les légumes et en retirant certains aliments comme les céréales, ou en tout cas en réduisant leur fréquence. Et si vous faites déjà consommer des céréales à vos enfants, à vos nourrissons, vous pouvez
mettre des patates douces peut-être, de la pomme de terre, ce sera déjà mieux, ce sera déjà plus léger. Et puis si on peut réduire la fréquence de ces aliments, c'est encore mieux. C'est un moyen en tout cas pour permettre à vos enfants de passer cette phase délicate où il y a une forte croissance et des poussées dentaires dans les meilleures conditions possibles. Et je peux vous dire, moi j'ai eu deux filles, elles n'ont jamais eu par exemple les fesses rouges, elles n'ont pas eu particulièrement de problèmes cutanés. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu une petite plaque rouge, 2-3 petits boutons, mais jamais de problématique importante. De la même manière au niveau ORL, jusqu'à 30 mois, pas de problème. À part, bien sûr, quand il y a des phases de poussée dentaire où tout est inflammé. Toute la zone ici, au niveau des mâchoires, des gencives, est inflammée. Et donc, ça peut se répercuter au niveau des sinus, et l'enfant peut être un peu encombré. Et parfois, il va y avoir des fièvres, il va y avoir le nez qui va être pris, mais jamais de choses qui nécessitent des prises d'antibiotiques à répétition, comme on finit par voir. Aujourd'hui, on voit des enfants qui sont en gros de l'âge de 3-4 mois jusqu'à 3 ans, qui sont sous antibiotiques pratiquement en permanence. Et on s'étonne qu'ils aient une flore intestinale après problématique, on s'étonne après qu'ils soient allergiques ou intolérants. Rien d'étonnant là-dedans. J'espère que vous pouvez y voir un peu plus clair sur l'alimentation de vos enfants ou de vos futurs enfants, que vous avez en tout cas une perspective meilleure pour être un meilleur conducteur de vie, un bon conducteur de vie, parce que c'est ce que nous sommes en tant que parents. Nous sommes des conducteurs de vie. Nous ne faisons pas les choses parfaitement, nous devons faire les choses au mieux par rapport à ce que nous sommes en capacité de faire. Je vous retrouve dès demain pour ma prochaine vidéo. Bonne journée!